sans quoi nous n'imaginons pas le ciel nocturne. Quel corps céleste influence directement de nombreux processus qui se produisent sur notre planète? Quels sont les États titans qui se disputent la primauté dans l'exploration de la surface et des entrailles de cet objet? Bien sûr, vous avez deviné qu'il s'agit de la Lune. La présence de ce satellite, tout comme son absence éventuelle dans notre ciel, a ou pourrait avoir un impact global sur l'activité vitale de l'humanité. C'est pourquoi l'étude détaillée de l'objet le plus proche de nous revêt une importance primordiale pour des géants comme les États-Unis et la Chine. Ici, on retrouve la vieille lutte pour la suprématie et les ressources, deux fléaux qui poursuivent l'humanité depuis toujours sur Terre. Mais qui va gagner cette course spatiale? Disons-le tout de suite, pour l'instant, c'est la Chine qui est en tête, tandis que la National Aeronautics and Space Administration, avec son programme Artemis, traîne tristement à l'arrière-garde. Alors, la Lune, comment s'est-elle formée exactement et quand est-elle devenue notre voisine? Il existe trois principales hypothèses sur l'apparition du satellite dans notre ciel. La première affirme que la Lune et la Terre se sont formées à partir du même nuage protoplanétaire. La deuxième soutient que la Terre, en tant qu'objet plus massif, a un jour capturé la Lune grâce à sa gravité et l'a forcée à tourner autour d'elle. L'hypothèse la plus répandue, confirmée par les analyses de sol et d'autres recherches, c'est la théorie de la collision géante ou méga-impact. Il s'agit d'une ancienne collision de la Terre avec un objet de taille similaire, à peu près comme Mars. À la suite de cet événement catastrophique, la Lune s'est formée à partir des débris. Quelles sont les nouvelles récentes du monde scientifique qui ont en partie confirmé la dernière théorie? Elles sont liées aux activités des sondes automatiques chinoises Chang'e. Les missions qui leur ont été confiées consistent à étudier la surface et l'intérieur de la Lune. Comme le projet fait partie du programme lunaire global de la République populaire de Chine, Chang'e 3 a livré le rover lunaire Yutu sur la Lune. Chang'e 4 a permis l'atterrissage du rover Yutu 2 sur la surface du satellite et Chang'e 5 a rapporté sur Terre des échantillons de sol lunaire en 2020 pour la première fois depuis 1903. Et voilà que Chang'e 6 à l'été 2024 a accompli quelque chose d'inédit. Il a prélevé des échantillons de sol sur la face cachée de la Lune. En fait, cette mission a été marquée par de nombreux événements exclusifs. Par exemple, Yutu 2 a, pour la première fois dans l'histoire de l'astronautique, pris une photo de la face cachée de notre satellite à courte distance. Puisqu'il est impossible de transmettre directement des données vers la Terre depuis cet hémisphère, car la Lune est en rotation synchrone et nous montre toujours la même face. La Chine a pris soin de résoudre ce problème à l'avance. Dès 2018, un satellite relais artificiel nommé Kekiao a été placé au point de Lagrange entre la Terre et la Lune. Il joue avec succès l'intermédiaire et transmet des informations précieuses au centre de contrôle chinois des sondes spatiales. D'ailleurs, le rover lunaire Yutu 2 même, en mode veille, a dû endurer les températures extrêmes de la nuit lunaire lorsque les instruments indiquaient environ moins 190 degrés Celsius. L'appareil se trouve toujours sur la face cachée de la Lune et s'y déplace extrêmement lentement, littéralement à tâtons. En explorant la surface de notre satellite, la vitesse d'une tortue s'explique par les caractéristiques du sol qui diffèrent de celles du côté visible du satellite. Dans le même temps, le rover lunaire est devenu le détenteur du record de durée d'exploitation puisqu'il a fonctionné sur la Lune. Et c'est l'appareil qui a découvert 300 objets sur la face cachée de la Lune. En fait, la Chine ne se précipite pas pour partager avec le monde des nouvelles importantes et encore moins des scoops, en partie parce qu'elle ne souhaite pas aider ses principaux concurrents dans la course. La mission organisée par la National Aeronautics and Space Administration appelée Artemis. Pourtant, certaines informations parviennent malgré tout à filtrer dans Science, Nature, puis sur les portails médiatiques. À l'heure actuelle, on sait que sur la face cachée de la Lune, une sonde chinoise a découvert d'étranges billets de verre anorthositiques qui sont très probablement d'origine d'impact. Elles ont immédiatement été surnommées verres météoritiques. Apparemment, elles sont apparues ici à la suite d'attaques d'astéroïdes lorsque la surface fondait littéralement sous l'effet des températures élevées provoquées par les impacts. De plus, Yutu 2 a découvert de l'olivine et de l'orthopyroxène, probablement issus du manteau lunaire et remontés à la surface. Là encore,
cela résulte d'un impact. Les niveaux de radiation à la surface du satellite ont été mesurés. D'ailleurs, il s'est également avéré pour la première fois que ces paramètres sont presque 2 fois plus élevés que sur la Station spatiale internationale et 200 fois plus élevés que sur la surface de la Terre. Une expérience biologique unique a également été réalisée à bord du module d'atterrissage. Dans un conteneur spécial se trouvaient des graines de pommes de terre, de colza et d'autres plantes, ainsi que des œufs de mouches drosophiles. Après l'alunissage, les graines ont été arrosées automatiquement. Par la suite, certaines d'entre elles ont germé, ce qui est devenu une sensation biologique, car c'est la première fois que des graines germent à la surface d'un autre corps céleste. Quelle découverte du rover lunaire Yutu-2 a le plus captivé le public ? Un objet étrange que l'appareil a repéré en décembre 2021 à environ 80 mètres de lui. C'était un objet de forme cubique, de destination inconnue, mais cela ne semblait être le cas qu'à distance. En s'approchant, il s'agissait d'une pierre à la forme originale, sans doute détachée d'un plus grand ensemble et projetée du fond du cratère. Actuellement, Yutu-2 reste dans le cratère von Karman, poursuit ses observations et entre régulièrement en hibernation. Lorsque la prochaine nuit lunaire arrive, c'est ainsi que la Chine s'est retrouvée en avance sur le reste du monde et a été la première à commencer à explorer la face cachée de la Lune, la plus mystérieuse et la moins étudiée. Que peut-on dire à propos de Chang'e 5 ? Où et quand l'appareil, nommé d'après la déesse chinoise de la Lune, s'est-il posé ? Le 1er décembre 2020, la sonde automatique de retour s'est posée avec succès sur un plateau basaltique âgé d'environ 2 milliards d'années, situé dans l'océan des tempêtes, qui est la plus grande mer lunaire sur l'hémisphère visible de la Lune. L'océan des tempêtes mesure environ 2500 km de diamètre et sa superficie est d'environ 4 millions de kilomètres carrés. Chang'e 5 ne s'est pas simplement posé sur la Lune, mais a également prélevé plus d'1 kilogramme d'échantillons de sol lunaire dans la zone indiquée et les a rapportés sur Terre. La capsule est tombée dans la steppe sauvage de la Chine, dans une région appelée Mongolie intérieure. Qu'est-ce qui a étonné les scientifiques lors de la publication des premiers résultats sur les échantillons de sol lunaire ? L'âge des roches trouvées sur le plateau basaltique était d'environ 2,5 milliards d'années. Ce n'est pas surprenant car l'emplacement est relativement jeune. Mais un fragment était beaucoup plus ancien, son âge étant estimé à environ 4,2 milliards d'années. Sa présence ici reste un mystère, tout comme le fait que parmi les petites billes de verre, on ait trouvé des échantillons très jeunes dont l'âge ne dépasse pas 123 millions d'années. Cela contredit totalement la théorie selon laquelle le volcanisme sur la Lune se serait arrêté il y a environ 2,5 à 2,9 milliards d'années. Mais pourquoi n'avons-nous pas observé de volcan lors de l'observation visuelle de notre satellite, alors que de tels événements, même à petite échelle, peuvent être remarqués au télescope ? La réponse à cette question est encore inconnue. Quoi qu'il en soit, cela remet en question les conceptions actuelles sur la géologie du satellite et nécessite des recherches supplémentaires. Quelle nouvelle découverte attendait la communauté scientifique concernant la mission Chang'e 5 ? Un nouveau minéral phosphaté a été découvert, le 6e élément trouvé par l'homme à la surface de la Lune. De plus, de l'eau a été extraite des échantillons de sol lunaire par des scientifiques chinois. Cela s'est produit lors du chauffage du matériau. C'est ici que l'application pratique des connaissances entre en jeu, par exemple lors de la colonisation de la Lune ou de la création d'une base de transit à sa surface. Si l'on peut obtenir 76 millilitres d'eau à partir d'1 gramme de sol lunaire, alors à partir d'1 tonne, on obtiendra déjà 76 litres d'eau, ce qui suffira à une 50aine d'astronautes pour une journée entière. Cela change fondamentalement la perception de la surface morte du satellite et rend les projets de son exploitation beaucoup plus réalistes. Et enfin, Chang'e 6, pourquoi ? Cet appareil a pu surprendre l'humanité avant tout parce qu'il a, pour la première fois dans l'histoire, rapporté sur Terre 2 kg de sol lunaire. De la face cachée de la Lune, précisément du cratère Apollo, l'appareil a également hissé le drapeau national de la République populaire de Chine à cet endroit où il n'y avait auparavant aucun attribut terrestre. En s'appuyant sur l'expérience de la station automatique précédente, Chang'e 6 a livré des échantillons de sol sur Terre le 25 juin 2024 dans la même région, la région autonome de Mongolie intérieure.
Les premiers résultats de l'étude des roches de la face cachée de la Lune sont très peu couverts dans la presse scientifique. En particulier, il est indiqué que le sol à cet endroit est plus poreux et meuble et que de nombreux plagioclases ont été trouvés dans l'échantillon. Ce minéral est considéré comme magmatique et assez répandu dans l'espace. Par exemple, il a été trouvé sur l'astéroïde Itokawa. Un autre point important, le sol rapporté contient extrêmement peu d'éléments rares comme le potassium et le phosphore, les soi-disant potassium K, Rare Earth Element, éléments de terre rares, et phosphorus P. Ce fait distingue considérablement cet échantillon de ceux qui ont été rapportés par Chang'e 5 et la mission Apollo. Ceci constitue une preuve supplémentaire à quel point les hémisphères visibles et cachés de la Lune diffèrent par leurs caractéristiques physiques et géologiques. Il convient de noter de façon moins évidente qu'une telle différence, ainsi que la découverte de roches similaires à celles de la Terre, peuvent constituer une preuve indirecte de la véracité de la théorie du méga-impact. Mais qu'en est-il des principaux concurrents de la course spatiale américano-chinoise ? Le programme Artemis connaît moins de succès que celui de ses homologues chinois. Ce programme de recherche a été lancé en 2017 par le politicien controversé Donald Trump. Pour l'instant, seule une partie de la mission Artemis 1 a été menée à bien. Le vaisseau sans pilote, Orion, lancé en 2022 depuis le Cap Kennedy, est resté 25 jours dans l'espace et a voyagé 3 jours dans la direction opposée. Voici Artemis 2 et les étapes suivantes de cette mission sont très incertaines. Il prévoyait un vol habité du même vaisseau Orion, puis l'atterrissage des astronautes à la surface de la Lune et le lancement de la station lunaire Gateway. Cependant, même si ce plan devait un jour se réaliser, les Chinois sont actuellement bien en avance sur la commission. Et le problème ne réside pas seulement dans la simple compétition entre pays. En effet, si la sonde automatique de la République populaire de Chine parvient à découvrir des ressources précieuses sur la Lune, il est tout à fait possible que les représentants de ce pays monopolisent la zone explorée de notre satellite, n'y laissant accéder personne d'autre. Les projets de la Chine visant à atteindre le pôle sud de la Lune suscitent des inquiétudes particulières, car, selon les prévisions des scientifiques, il pourrait s'y trouver une grande concentration de glace d'eau. Considérez entre les lignes la valeur de cette ressource, surtout dans la perspective d'une future colonisation. Quant aux États-Unis, pour l'instant, ils n'ont que des projets à long terme. D'ici 2030, un atterrissage au pôle sud de la Lune. En 2031, un atterrissage lunaire avec équipage. En 2032, un débarquement sur le satellite avec livraison d'un croiseur lunaire, et ainsi de suite. Y compris avec la mission Artemis 10, qui prévoit un séjour prolongé des astronautes à la surface de la Lune jusqu'en 2035. À votre avis, est-il possible de réaliser ces plans ambitieux et qui atteindra en premier ces objectifs, même partiellement ? Vu la rapidité des avancées technologiques chinoises et l'enthousiasme, voire le fanatisme des scientifiques de l'Empire du Milieu, la réponse à cette question est évidente. On ne peut pas dire que la National Aeronautics and Space Administration est inactive. Des gilets anti-radiation sont en cours de développement ainsi que des lanceurs cubes, des satellites artificiels ultra compacts et des types innovants de combinaisons lunaires. Si l'on résume les résultats intermédiaires de la course à l'espace, les États-Unis et la Chine ont actuellement un objectif commun: être les premiers à atteindre le pôle sud de la Lune. Ce qui le rend remarquable, c'est d'abord la présence de glace d'eau, et ensuite, il y aurait apparemment des cratères d'obscurité éternelle, sorte de pièges où la matière se trouve à des stades précoces. La formation du système solaire. Troisièmement, un point important pour les futures missions concerne les pics hypothétiques de lumière éternelle des points à la surface de la Lune qui permettent de recharger en continu les équipements grâce à l'énergie solaire, par exemple pendant la nuit lunaire, puisqu'ils ne sont jamais plongés dans l'ombre. Quelle idée surévaluée poursuit l'humanité depuis plusieurs siècles ? Pourquoi cherchons-nous pendant des décennies un chat noir dans une pièce sombre sans être sûr qu'il s'y trouve, et pourquoi ? Le principe de l'anthropocentrisme gêne-t-il beaucoup l'humanité ? Les réponses à ces questions peuvent parfaitement caractériser notre recherche de la vie extraterrestre. Tout d'abord, nous la cherchons sans du tout anticiper les conséquences possibles d'un tel contact, alors que les auteurs de science-fiction insistent de toute leur force sur certains problèmes qui pourraient en découler. Deuxièmement, rien ne prouve que la vie
à n'importe quel stade de son développement, existe ailleurs dans l'univers. Et troisièmement, personne ne nous a promis qu'elle évoluerait selon le scénario approuvé par l'humanité et non d'une manière différente. Même si notre anthropocentrisme est justifié et qu'une vie intelligente similaire à la Terre existe ailleurs. Rappelez-vous comment se terminaient les contacts entre différents groupes humains, même sur notre propre planète. De nombreux peuples ont été réduits en esclavage ou exterminés. Des pays ont été pillés ou transformés en colonies. Et les populations autochtones ont été impitoyablement exploitées. Que se passera-t-il si une civilisation infiniment plus avancée technologiquement entre en contact avec nous ? Cependant, tout cela n'est que des réflexions philosophiques. Nous ne pouvons pas arrêter nos recherches. Alors la question suivante est, où chercher la vie, même à l'état embryonnaire ? Dans quels endroits de l'univers avons-nous le plus de chances de la trouver ? De nombreux télescopes placés sur des orbites prédéterminées sont tournés vers le système de Proxima du Centaure et vers des étoiles beaucoup plus lointaines, autour desquelles gravitent potentiellement des exoplanètes. Mais nous proposons de tourner notre regard beaucoup plus près. Dans notre système solaire, il y a des géantes gazeuses qui ont rassemblé autour d'elles tout un cortège de satellites. Actuellement, Jupiter compte déjà 95 satellites. Lesquels d'entre eux sont candidats à la colonisation ? Avec certaines planètes du système solaire, on peut ajouter à cette liste les satellites galiléens, Callisto, Ganymède et Io, et Europe, ainsi que le satellite de Saturne, Titan. Cependant, la colonisation et la terraformation ne doivent pas être confondues avec la recherche de la vie en tant que telle, bien qu'il existe certains critères similaires dans les deux cas. Le premier est la présence d'eau, au moins sous forme de glace. Et le second, une quantité suffisante d'énergie, c'est-à-dire la lumière de l'étoile mère. Il est important ici que la planète ne soit ni trop proche ni trop éloignée de l'astre, car sinon elle deviendra soit un désert rocheux, soit un désert de glace. Pour les formes de vie à base de carbone, la situation n'est pas si simple. Il existe des hypothèses qui incluent des composés alternatifs, par exemple l'oxygène avec le silicium comme solvant naturel. Dans ce cas, l'eau ne conviendrait pas, elle devrait être remplacée par de l'acide sulfurique auquel le silicium est instable. Mais la combinaison de l'azote et de l'hydrogène nous donne l'espoir que Uranus et Neptune ne sont pas aussi inhabitables qu'ils le paraissent. Passons de la théorie à des hypothèses plus concrètes et essayons de répondre à la question « La vie est-elle possible sur Titan, Ganymède ou Europe ?» Commençons par la dernière. La sonde interplanétaire automatique de la National Aeronautics and Space Administration Europa Clipper a quitté la Terre le 14 octobre 2024 et s'est dirigée vers le satellite de Jupiter Europe. Elle devrait y arriver en avril 2030. Galilée a été le premier à observer Europe et il a également confirmé indirectement la présence d'un océan sous la glace sur cet astre. Alors, la vie est-elle possible sur Europe, compte tenu du rayonnement mortel de Jupiter et des températures extrêmement basses à la surface de cet astre ? La vie n'existe-t-elle que dans l'océan ? Mais il ne faut pas être trop optimiste et imaginer des poissons transparents et totalement aveugles nageant dans un océan profond de 150 km. Ce serait déjà exceptionnel si Europa Clipper trouvait une simple forme de vie microbienne, alors pourquoi de telles hypothèses ? En fait, sur Terre, la vie existe dans des endroits absolument inattendus, non seulement là où la lumière du soleil ne pénètre pas, mais aussi là où règne une pression monstrueuse. Les bactéries terrestres sont très peu exigeantes quant aux conditions de reproduction et de vie. Il en existe qui vivent tranquillement sans accès à l'oxygène et se sentent parfaitement bien dans de l'eau bouillante. Rappelez-vous les fumeurs noirs et comment ils se sont installés confortablement au fond du lac Antarctique gelé Vostok. Alors pourquoi l'océan d'Europe ne serait-il pas habité ? Bien que le niveau bactérien ne soit pas vraiment ce qu'un observateur terrestre aimerait voir, il s'agit de la distance de Jupiter et de ses satellites par rapport au Soleil. Europe a longtemps été vue comme un bloc de glace froid et inerte avec un noyau rocheux. Mais après que la sonde Galileo l'a photographié, révélant une surface marquée de bandes étranges, et mené des recherches sur le champ magnétique, il est devenu évident que sous une épaisse couche de glace se trouve quelque chose de liquide. Les scientifiques estiment que cet océan serait 2 fois plus grand que l'océan mondial terrestre. L'origine des fissures a longtemps fait débat, mais finalement, les astronomes se sont accordés à dire qu'une telle surface est causée par des geysers qui jaillissent périodiquement à la surface.
Et leur apparition, à son tour, est provoquée par l'effet de marée de Jupiter qui réchauffe les entrailles du satellite. À quoi ressemblent les habitants de cet océan? Peut-être que Europa Clipper nous ouvrira les portes d'une civilisation sous-marine avancée. La deuxième hypothèse relève de la pure science-fiction du retour. Construire quelque chose de plus ou moins durable sous l'eau est une tâche difficile. Cela nécessiterait de nombreuses technologies et matériaux difficiles à mettre en œuvre dans la pratique. Quant à la première hypothèse, on peut un peu rêver, mais strictement dans le cadre de la science. Il est évident que dans un océan d'une telle profondeur règne une obscurité totale. La seule source de lumière, par analogie avec les organismes vivants, par exemple dans la fosse des Mariannes, pourrait être la bioluminescence. Il est peu probable que tous les habitants de l'océan d'Europe aient tous cette propriété. Comment les autres pourront-ils alors s'orienter dans l'espace? Avant tout grâce à l'écolocalisation, comme les chauves-souris terrestres, ainsi qu'à la chémoréception en utilisant l'odorat. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'organismes thermophiles qui n'ont pas besoin d'oxygène, comme nous l'avons mentionné précédemment, et qui tirent leur énergie des sources chaudes. Mais pourquoi l'océan froid ne gèle-t-il pas? Peut-être que c'est à cause de sa salinité, encore une fois, par analogie avec les mers terrestres. Nous espérons que toutes ces questions trouveront une réponse grâce à Europa Clipper. Quelles sont les missions de cette sonde? Les principaux objectifs définis sont de déterminer si Europe est capable de soutenir la vie sous quelque forme que ce soit, ainsi que d'identifier un site d'atterrissage pour la sonde qui arrivera lors d'une autre mission. Dans le cadre de la première mission, Europa Clipper examinera attentivement l'océan et sa couche de glace, en confirmant tout d'abord l'existence d'un tel réservoir d'eau. Eh bien, nous attendons une séance photo fascinante. Regardons maintenant de plus près Titan, le satellite de Saturne, et voyons ce qu'est cet astre. Contrairement à Europe, Titan possède une atmosphère assez épaisse, d'environ 400 km composée de méthane et d'azote. La pression atmosphérique ici est une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Il y a des pluies et des brouillards sous une épaisse couche nuageuse. De loin, cela ressemble à Vénus, si ce n'était pas pour la couleur jaunâtre caractéristique. La température moyenne du satellite est de moins 180 degrés Celsius. C'est pourquoi le développement de la vie à la surface de cet astre, comme sur Europe, est peu probable. Devinez ce que ces deux satellites ont en commun, n'est-ce pas? La présence potentielle d'un océan, voilà l'endroit où il faut chercher la vie. De plus, les sondes voyagées avaient déjà collecté assez de données pour conclure à la présence de lacs de méthane sur Titan. Ce ne sont pas des océans, mais des rivières et des lacs. En 2004, la sonde Cassini a confirmé les hypothèses de ses prédécesseurs. Elle a découvert la mer Kraken, dont les contours rappellent la silhouette de ce monstre. La superficie de ce plan d'eau est d'environ 400 000 km², ce qui est comparable à la mer Caspienne, voire même un peu plus grande. Lorsque, à l'avenir, une nouvelle mission arrivera sur Titan, il est prévu d'envoyer une sonde flottante dans la mer Kraken afin d'étudier avec certitude sa composition. Qu'en est-il de l'océan global situé sous la surface? On pense qu'il s'est formé selon le même principe que celui d'Europe et qu'il est réchauffé de la même manière grâce aux forces de marée de Saturne. D'après les données de Cassini, il est composé d'eau, de particules de sel ainsi que d'ammoniac. Ce dernier agit comme un antigel sur l'eau, l'empêchant de geler. Il est intéressant de se demander si quelque chose vit dans cette saumure. Probablement pas. Cependant, si l'on se rappelle dans quelles conditions vivent les bactéries extrémophiles terrestres, qui sait, une forme de vie basée sur l'ammoniac a été prédite par l'astronome Carl Sagan. Il imaginait d'énormes sphères flottantes de la taille d'une petite mégapole, mais dans ses fantasmes, il les plaçait dans l'atmosphère de Jupiter. Mais pour l'océan d'ammoniac et de méthane de Titan, peut-être avec un peu d'arsenic, cette option pourrait aussi convenir. Il est évident que les bactéries dans ce plan d'eau seront anaérobies, dotées d'un métabolisme extrêmement lent et d'une durée de vie très longue. Cependant, les processus évolutifs sont aussi voués à la lenteur. Et cela sans même mentionner que les créatures apparues à base d'ammoniac sentiraient constamment l'urine de chat. Si, en surmontant notre dégoût, nous décidions de les transporter sur Terre, ils s'évaporeraient dans notre atmosphère. Quel autre satellite supposément possède un océan sous sa surface? C'est Ganymède? Des études sur le champ magnétique de cette lune ont confirmé la présence probable d'un océan liquide sous sa croûte épaisse.
De plus, on pense que ce réservoir ressemble à un millefeuille où l'eau alterne avec des couches de glace. Plus on descend dans cet océan, plus le liquide devient salé. C'est pourquoi la même question se pose. Le développement de la vie y est-il possible en principe? Et si oui, de quel type pourrait-elle être? Elle pourrait probablement ressembler à celle qui existe potentiellement sur Europe. Les bactéries ou des organismes plus grands devront puiser leur énergie dans des sources alternatives, survivant à grande profondeur entre les couches de glace et sans accès aux rayons du soleil. D'ailleurs, Junon, à la fin de 2021, en survolant Ganymède, a enregistré sa polyphonie. Quelle conclusion peut-on tirer de tout ce que nous avons entendu? Si l'on découvre de la vie sur les satellites de Jupiter ou de Saturne, il est peu probable que nous rencontrions des êtres intelligents. C'est la première chose. La deuxième, le développement des organismes vivants ne sera pas forcément lié à l'eau. Comme solvant, elle peut être remplacée par le méthane, l'ammoniac ou le sulfure d'hydrogène, ce dernier pouvant provoquer une explosion de vie sur Io. Troisièmement, nous devons nous préparer à une possible déception face à des formes extraterrestres très exotiques et peu attrayantes. Racontez comment vous imaginez les habitants d'Europe, de Titan ou de Ganymède. L'une des suppositions de quelqu'un finira forcément par s'avérer juste. Où aimeriez-vous vous installer si la Terre venait un jour à disparaître? Quelle planète? Avec quelles conditions choisiriez-vous? Peut-être une où, comme le disait le héros d'un film célèbre, la bière est offerte. Une chose est sûre, vous éviterez sûrement l'exoplanète située près de l'étoile de Barnard. Pourquoi? Peut-être parce que, selon l'intrigue du roman Légion cosmique, elle est habitée par une grande civilisation de Méduséens qui menace le système solaire et rêve de détruire l'humanité. Non, la raison est ailleurs. Si l'on en croit les dernières recherches, la planète Barnard B est une super-Terre glacée environ 3 fois plus grande que la Terre, avec une température de surface d'environ moins 170 degrés Celsius recouverte de chaînes de montagnes et de profonds ravins, et l'objet lui-même se trouve en dehors de la zone habitable. Il est peu probable que ce soit un endroit où vous voudriez vivre. Cependant, tout récemment, 4 planètes similaires à la Terre sont apparues dans cette même région. Il est possible que leur situation soit meilleure. Mais d'abord, répondons à la question. Pourquoi tournons-nous les télescopes précisément vers l'étoile de Barnard et son entourage? L'étoile de Barnard est un objet très ancien. Son âge est de 10 milliards d'années, soit 2 fois plus que celui du Soleil. C'est une naine rouge, appartenant à un groupe d'étoiles qui peuplent l'univers en grand nombre. Elles se distinguent nettement des autres astres par leur taille plus petite et leur faible luminosité. L'étoile de Barnard a d'abord attiré l'attention des astronomes en raison de sa proximité avec le système solaire. Elle se trouve à 6 années-lumière de notre étoile. Seul le système alpha du Centaure est plus proche. Étant donné que les naines rouges sont si répandues, la question de leur habitabilité est soulevée par les scientifiques depuis longtemps. C'est précisément pour cette raison que la recherche de la vie extraterrestre, ou du moins des conditions nécessaires à son apparition, se concentre sur les naines rouges et leur système planétaire. Que représentent les nouvelles planètes autour de l'étoile de Barnard, découvertes par les télescopes Gemini North et Very Large Telescope en mars 2025. Et pourquoi cette découverte est-elle particulièrement importante? En fait, ces objets sont supposément rocheux, mais très petits, ne dépassant pas 30% de la taille de la Terre. Cette découverte est en soi un phénomène unique, car les minuscules exoplanètes sont extrêmement rares à détecter. En général, elles se trouvent très près de leur étoile. Ainsi, en raison de l'usage de méthodes indirectes pour surveiller l'univers, il n'est pas aussi simple de les détecter qu'avec le télescope cité. Les astronomes n'ont bien sûr pas observé directement les planètes. En conséquence, les objets ont été découverts grâce aux variations qu'ils provoquent dans la luminosité de l'étoile parente lorsqu'ils gravitent autour d'elle. Les spécialistes ont analysé l'influence de la gravité des objets sur l'étoile de Barnard et ont ainsi déterminé combien d'exoplanètes se trouvent autour de cet astre. Il y en avait 4. Mais ici, les scientifiques, en particulier les astrobiologistes, ont été déçus. On peut affirmer avec presque une certitude absolue que ces objets sont inhabitables.
et la planète Barnard B dont nous avons parlé plus tôt. En réalité, la raison ici est inverse, les corps célestes découverts ne sont pas glacés, mais au contraire très brûlants en raison de leur dangereuse proximité avec leur étoile mère. L'année sur ces objets ne dure que quelques jours, donc malgré la présence d'une surface rocheuse, il est peu probable que la vie sous quelque forme que ce soit y existe. Cependant, quoi qu'il en soit, les hypothèses précédemment émises, selon lesquelles il y aurait plus d'une planète en orbite autour de la naine rouge, se sont confirmées. Nous savons également maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde rocheux dans notre voisinage proche que ce que l'on pensait auparavant. Peut-on voir l'étoile de Barnard ou une autre naine rouge à l'œil nu? Paradoxalement, la plupart des astres que nous voyons dans le ciel sont des étoiles blanches ou bleues. Ainsi, on pourrait en conclure à tort que les naines rouges sont extrêmement rares, mais ce n'est pas vrai. Il faut simplement une optique spéciale pour observer ces objets étonnants. La luminosité de ces étoiles est très faible et la distance qui nous en sépare est immense, il est donc naturellement difficile de les observer à l'œil nu. C'est pour cette raison que les naines rouges sont peu étudiées, mais aujourd'hui les scientifiques essaient de changer la situation. Les naines rouges intéressent-elles les astronomes uniquement parce qu'elles représentent la grande majorité des étoiles et qu'il y aurait, à ce qu'on suppose, des planètes autour d'elles, ou bien existe-t-il d'autres raisons tout aussi importantes pour cet intérêt marqué? Il est remarquable qu'à ce jour, aucun nain rouge n'est encore mort dans l'univers. Elles se trouvent toutes de manière stable sur la séquence principale du diagramme conventionnel, illustrant l'évolution des étoiles, les étapes de la vie d'une naine rouge, comme c'est le cas de l'étoile de Barnard. C'est une transition progressive et très lente vers les naines bleues, puis les naines blanches. Avec le temps, un tel astre se contracte et se réchauffe, et sa durée de vie peut varier de plusieurs milliards à des dizaines de milliers de milliards d'années. Il n'est pas surprenant que toutes les naines rouges soient encore sur la séquence principale. Depuis le Big Bang, trop peu de temps s'est écoulé pour que ces étoiles puissent nous traverser ces étapes et se régénérer avec succès. Quel secret cache l'étoile de Barnard et avec elle toutes les autres étoiles similaires? Compte tenu de l'ancienneté de ces objets, il n'est pas nécessaire d'être astronome pour supposer qu'ils sont apparus à l'aube de la naissance de l'univers. Dans ce cas, les naines rouges devraient être composées d'hydrogène et d'hélium et contenir très peu de métaux, à l'exception d'une infime quantité de lithium. Idéalement, les métaux devraient être totalement absents de leur composition, mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'analyse spectrale indique la présence de métaux dans les naines rouges. Cela signifie simplement que le modèle du Big Bang est à nouveau remis en question. Mais les scientifiques trouvent toujours un moyen d'adapter les incohérences à des théories qui les arrangent. C'est pourquoi une explication à ce paradoxe a été proposée. Les astronomes ont décidé que les premières étoiles supermassives sont mortes presque immédiatement après leur formation, très peu de temps après le Big Bang. Le processus spectaculaire de la mort de ces astres a rempli l'espace de matériaux, y compris des métaux nécessaires à la naissance des étoiles suivantes. Sinon, selon les scientifiques, la plupart des astres seraient restés au stade de nuages de gaz et ne se seraient jamais allumés. Que peut-on dire concernant l'habitabilité des planètes autour de l'étoile Barnard? Celles qui ont déjà été découvertes jusqu'à présent sont très probablement mortes. Mais il faut se rappeler que le cycle de vie d'une naine rouge est immense, bien plus long que celui des naines jaunes comme notre Soleil. Par conséquent, il est tout à fait possible que des formes de vie simples apparaissent à l'avenir à la surface des planètes récemment découvertes. On ne sait pas non plus si les scientifiques trouveront d'autres planètes autour de cet astre. Peut-être même des planètes situées dans la zone de boucle d'or, donc potentiellement habitables. Les naines rouges nous réservent encore des surprises, soyez-en sûrs. Certains astrobiologistes pensent qu'étant donné le temps suffisant pour le développement de la vie autour des naines rouges, celles-ci pourraient devenir hautement organisées à l'avenir. Autrement dit, hypothétiquement, il pourrait exister en ce moment même, en orbite autour de ces étoiles faibles, des civilisations incomparablement plus avancées que la nôtre. Existe-t-il des problèmes liés aux conditions sur les planètes situées près des naines rouges, à part les reflets sanglants et inquiétants de l'étoile qui illumine la surface d'une lumière rouge-orangée fantomatique? Il y a certains aspects particuliers.
Tout d'abord, en raison de la faible luminosité de ces objets, la zone habitable se rapproche automatiquement de l'étoile, presque à son contact. Mais c'est là l'un des principaux inconvénients qui empêche l'apparition de la vie. Si une planète se trouve très près d'un corps massif, en l'occurrence une étoile, elle sera inévitablement soumise à la capture gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle présentera toujours la même face à l'astre. Il y a plein d'exemples de ce genre dans le système solaire, la Terre et la Lune, les satellites les plus proches de Saturne et de Jupiter. Ce phénomène provoque une grande différence de température entre l'hémisphère éclairé et l'hémisphère dans l'ombre. Si la planète est entourée d'une atmosphère, cet effet est un peu atténué. Sinon, un hémisphère sera littéralement en train de bouillir, tandis que la température de l'autre s'approchera du zéro absolu. Dans de telles conditions, le seul endroit où la vie pourrait avoir une chance de se développer, ce sont les frontières entre la lumière et l'obscurité. En outre, les naines rouges représentent une menace bien plus sérieuse pour leur système planétaire que le Soleil en raison de leur activité importante. Les éruptions particulièrement puissantes, qui surviennent souvent sur une naine rouge, peuvent entraîner une stérilisation totale de la vie, si celle-ci a la moindre chance d'exister. Malheureusement, sur une telle planète, le champ magnétique des objets n'améliorera en rien cette situation, car dans le cas d'un verrouillage gravitationnel, les planètes en sont généralement dépourvues. En quoi l'étoile de Barnard se distingue-t-elle des autres naines rouges ? On l'appelle l'étoile fugitive, car cet astre possède une grande vitesse de déplacement angulaire dans le ciel, ce qui n'est pas observé chez des objets similaires, et cela rend l'étoile de Barnard reconnaissable. En plus de 170 ans d'observation, elle s'est nettement déplacée et se dirige maintenant vers nous à une vitesse de 90 km par seconde. En l'an 11800, c'est-à-dire dans un futur très lointain, l'étoile de Barnard se trouvera à 3,8 années-lumière de la Terre. Si bien sûr notre planète existe encore à ce moment-là, alors l'étoile deviendra notre voisine la plus proche, à condition qu'aucune autre étoile ne vienne lui faire concurrence d'ici là. D'ailleurs, la particularité volante de l'astre aide les astronomes à découvrir des planètes autour de lui. Il est indéniablement beaucoup plus facile de trouver de grands objets que de très petits, dont le pôle gravitationnel est insignifiant. Cependant, le déplacement constant de l'étoile Barnard facilite considérablement le processus. Quoi qu'il en soit, une fois l'étoile Barnard découverte, un groupe de scientifiques de l'université de Chicago, dirigé par Jacob Bean, a fait une découverte prometteuse, indiquant que les astronomes vont dans la bonne direction et qu'il faut poursuivre les recherches. Il serait intéressant d'entendre les voix de ces planètes. Peut-être que l'objet glacé Barnard B sonnerait ainsi, et que les petits mondes rocheux enverraient dans l'univers des signaux comme ceux-ci. Existe-t-il une possibilité, même lointaine, de voir ces objets un jour ? Personnellement, malheureusement non. Mais il convient de se rappeler d'une mission non habitée qui n'a jamais eu lieu, appelée le projet Daedalus, dont l'objectif aurait été l'étoile de Barnard. La mission a ouvert de réelles possibilités de voyages interstellaires, les faisant sortir du domaine de la pure science-fiction. Le projet, conçu dans les années 1970 par les ingénieurs de la Société interplanétaire britannique, surprend par la précision avec laquelle les scientifiques l'ont planifié et envisagé toutes les nuances. En particulier, selon les calculs, le vaisseau devait atteindre l'étoile de Barnard en un demi-siècle après avoir étudié l'astre et ses environs. Les informations devaient être transmises à la Terre par un canal radio spécial. Nous rappelons que les travaux de développement ont été menés de 1973 à 1977. Malheureusement, le projet a été abandonné car les scientifiques ont rencontré un grand nombre d'obstacles liés non seulement à l'imperfection technique des sciences terrestres, mais aussi à une connaissance insuffisante du système solaire, car le vaisseau aurait dû traverser d'immenses ceintures d'astéroïdes, y compris le nuage d'Oort.
Mais pourquoi l'étoile de Barnard a-t-elle été choisie comme objectif du projet non réalisé alors qu'il existe une étoile plus proche de nous comme Proxima du Centaure? La raison est simple, déjà à cette époque, les scientifiques étaient convaincus que des planètes tournaient autour de l'étoile de Barnard et que la vie pouvait s'y trouver. Et maintenant, nous savons presque avec certitude que ces objets sont morts. Mais les scientifiques ne reculent pas devant les difficultés. Ils continuent de chercher des opportunités et de développer des projets pour améliorer la vie de l'humanité et faire avancer le progrès. Aidons-les, proposons dans les commentaires des scénarios pour atteindre plus rapidement l'étoile de Barnard et découvrir combien de planètes l'entourent réellement.